Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, c'est Breaking Bad, la série culte d'AMC qui est à l'honneur. Dans les épisodes précédents, on s'est penché sur l'histoire de la série et sur les personnages qui la peuplent. Aujourd'hui, on s'éloigne de la fiction pour s'intéresser à des personnes bien réelles, à commencer par Vince Gilligan, bien sûr, le showrunner de la série. Mais on parlera aussi des comédiens et des comédiennes qu'on a vu apparaître dans d'autres rôles parfois très éloignés de ceux qu'on connaît. À mes côtés, pour explorer les coulisses de Breaking Bad, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Le créateur de Breaking Bad, c'est Vince Gilligan. Donc, si vous regardiez déjà des séries dans les années 90, son nom vous dit peut-être quelque chose. Et pour cause, il a écrit de nombreux épisodes de la série X-Files. Alors vous regardiez X-Files à l'époque ? Occasionnellement, oui. On a vaguement entendu parler de cette série. Il paraît que c'est pas mal. Oui, moi je regardais pas trop. En fait, le problème que j'avais avec X-Files, c'est que ça reprenait tous les films que je qu'on avait connaissais. vus. Et comme je les avais vus au cinéma, je me disais, en série télé, ok. Gilligan, lui, en tout cas, était fan de la série, et il a fini par rencontrer Chris Carter par l'intermédiaire de son agente qui était amie avec la cousine de la femme de Carter ou quelque chose comme ça. Le courant est bien passé entre eux et il a écrit un premier scénario en freelance en 95. Et puis l'année suivante, Carter lui propose de rejoindre carrément l'équipe des scénaristes et Gilligan devient rapidement l'un des meilleurs scénaristes de la série. Il se spécialise dans les épisodes type le monstre de la semaine et le profil psychologique des personnages. Alors, il restera dans l'équipe jusqu'à la fin, jusqu'en 2002. Petit à petit, il gravit les échelons. Il finit producteur délégué de la série, quand même, c'est pas rien. Il écrit, seul ou en collaboration, 30 épisodes, dont certains sont devenus des grands classiques, aussi bien des épisodes dramatiques comme Autosuggestion, Cœur de tissu ou encore Poursuite, mais des épisodes aussi plus humoristiques comme La queue du diable, Le shérif à les dents longues ou encore Peur bleue. Avec ses complices John Shiban et Frank Spotnitz, ils co-créent ensemble The Lone Gunman, un spin-off d'X-Files. Alors là, le ton est un peu différent. C'est une série qui a un côté plus caustique, plus humoristique, qui se concentre plutôt sur différentes conspirations. Mais là, les audiences ne suivent pas et après seulement une saison, la Fox annule la série. Et c'était même annoncé d'après Vince Gilligan, puisqu'il avait vu un épisode de la série King of the Hill dans lequel un personnage portait un t-shirt qui disait Bring Back the Lone Gunman, alors que la série n'avait pas encore été diffusée. Ouais, effectivement, annulé sur un cliffhanger en plus. Alors finalement, la série en question trouvera la résolution de cette dernière intrigue dans un épisode d'X-Files qui s'appelle N'abandonnez jamais. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette biographie ? Le fait est que X-Files a joué évidemment un rôle très important dans sa formation. Il a fait pas mal d'épisodes qu'on appelle des stand-alone, en fait, parce que X-Files, il y avait en gros les épisodes qui concernaient la mythologie et des épisodes un peu à part, des récits donc un peu isolés. Et il était pas mal sur ces récits isolés. Et puis surtout, il y a un de ces épisodes sur lequel il va rencontrer un comédien qui est un certain Bryan Cranston. Tout à fait. Donc un épisode dans lequel Cranston interprète un personnage qui doit conduire une voiture sans pouvoir s'arrêter sous peine d'exploser, je crois. L'épisode Drive, ça rappelle un petit peu Speed. Voilà. Et il force Mulder à conduire. Tout à fait. Et il fallait pour ça caster un comédien qui soit à la fois qui puisse à la fois jouer sur le caractère effrayant tout en étant assez sympathique, quoi. Et Cranston apparemment c'est très bien sorti de cette tâche, ce qui plus tard va jouer en sa faveur, bien sûr, pour trouver le personnage de Walter White, quoi. Tout à fait. Alors après X-Files, il a une petite période de passage à vide, quelques scénarios pour la télé, la version finale du scénario de Hancock.
qui lui a pris beaucoup de temps, parce qu'il faut savoir que les scénaristes à Hollywood, c'est un métier extrêmement ingrat. Je veux pas trop donner de chiffres inexacts, mais on estime que 30% même pas de leur production finit sur un écran. Donc en fait, ils écrivent beaucoup et des choses on leur fait réviser. Ils sont dans une situation assez particulière où ils sont très bien payés, mais pour un travail qui n'aboutit jamais. Donc c'est terriblement frustrant. Et cette frustration, elle va aussi jouer un grand rôle dans la constitution de Breaking Bad, puisque donc Vince Gilligan fait remonter l'origine de la série à une conversation téléphonique en fait qu'il avait avec un ami à lui depuis 1986 qui s'appelle Thomas Schnauz, co-scénariste sur X-Files aussi. Tout à fait, voilà. Et donc, voilà, ils s'appelaient tous les deux pour se dire à quel point la vie était pourrie et qu'ils en souffraient à peu de choses près. Et d'après lui, Schnauz leur aurait dit, parce qu'en gros, c'était qu'est-ce qu'on va faire de nous, quoi. L'état d'Hollywood actuel ne nous permet pas de vivre correctement, etc. Et Schnauz lui dit, on va se prendre un camion, là, un pick-up, enfin, pas un pick-up, une caravane. Camping-car. Et on va parcourir les États-Unis en faisant avec un labo de méthamphétamine, quoi. Et au moment où il lui a dit ça, son esprit s'est immédiatement mis à tourner à plein régime. Il n'a plus du tout écouté les autres bêtises que son copain était en train de lui dire au téléphone, parce qu'il a vraiment embrayé sur ce « mais oui, un personnage qui ferait ça, pourquoi il ferait ça ?» Nous, on est des law-abiding citizens, c'est-à-dire des gens qui obéissent un modèle à la loi, voilà. Et au fond, on a peur de s'engager dans ces trucs-là. Mais qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un comme nous, c'est-à-dire un petit monsieur quelconque, se décider à faire un truc aussi aberrant. Et il dit, avant la fin de la conversation, Walter White était né, et ça n'arrive jamais dans la vie d'un scénariste, un truc comme ça. Alors, il me semble que le truc le plus spécifique, c'était qu'en fait, on va aller vendre de la weed dans un camion de glace. Je crois que c'était ça la blague, quoi. Donc ouais, et puis il faut savoir que Breaking Bad, par exemple, c'est une série qui a été refusée par HBO. C'est-à-dire que ça pourrait sembler cohérent que HBO s'intéresse à un sujet comme Breaking Bad, mais en fait, c'est clairement, ils ont mis ça de côté. Puis je crois qu'il y a un autre network qui a dû le refuser, mais précisément parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas présenter un personnage de trafiquant de drogue comme le personnage principal. Alors, il y a eu une réunion chez Sony au départ. En fait, il y a eu plein de refus. Le projet a été présenté à Sony Pictures Television, qui s'est montré très intéressé, qui a commencé à organiser des réunions avec différents réseaux du câble. Showtime a refusé parce qu'ils venaient de commencer à diffuser Weeds, donc ils étaient déjà sur une histoire de... là, c'était une mère de famille qui doit vendre de l'herbe pour complètement différent, subvenir aux besoins de sa famille. Ça n'a rien à voir au-delà de ça, mais en tout cas... sur le papier, c'est ça. Sur le papier, c'était trop proche. Et d'ailleurs, Gilligan a déclaré plus tard qu'il n'aurait pas donné suite à l'idée s'il avait eu connaissance de Weeds plus tôt. Heureusement qu'il ne l'a pas fait finalement. HBO a refusé effectivement parce que les exécutifs en place à l'époque n'envisageaient même pas ça comme une série. A priori, ils ont traité Gilligan avec un mépris incroyable. C'était Caroline Strauss, on en avait parlé dans un épisode précédent de Caroline Strauss. Oui, la snipeuse. La snipeuse qui est quelqu'un de très dur, mais en même temps qui a quand même du flair, il ne faut pas non plus lui retirer ça. Mais quand elle prend une décision, c'est irrémédiable, quoi. C'est ça. Et TNT, qui a également refusé. Et là, c'est parce qu'effectivement, c'était un réseau plus grand public qui n'imaginait pas centrer une série sur un dealer de meth. C'était vraiment trop hardcore pour eux. D'après Gilligan, parce que la réunion s'était très bien passée avec eux, ils avaient adoré le truc, ils étaient très enthousiastes. Et à la fin, ils ont dit littéralement, on a adoré ça, mais si on le fait, on est tous virés. C'est ça. Et au final, c'est FX qui a fini par s'y intéresser réellement en premier. Ils ont entamé des discussions pour produire le pilote. Et puis au même moment, FX avait commencé à produire, à développer Dirt, donc une série dramatique policière, cette fois centrée sur des femmes. Et la chaîne a préféré se concentrer sur Dirt, a laissé tomber Breaking Bad. Il a fallu encore 1 an de discussion entre Sony et AMC, qui à l'époque était une petite chaîne du câble, mais que pas grand monde connaissait finalement. C'est un ancien de FX qui s'appelle Jeremy Ellis,
qui avait donc quitté FX, mais qui était super déçu que le projet Breaking Bad n'ait pas été pris, et qu'en arrivant chez AMC a fait avancer ce truc lorsqu'ils ont appris que les droits, on pouvait y accéder. Mais ça a quand même nécessité des négociations, bien sûr. Ça a pris du temps. Mais c'est vrai que AMC aujourd'hui est connu parce qu'ils ont sorti depuis d'autres saisons. Mad Men. Mais Mad Men n'est sorti qu'un an avant Breaking Bad, en 2007. Et au moment où Breaking Bad était en cours de signature, Mad Men n'était pas encore diffusé. Donc c'était vraiment les tout débuts pour cette chaîne. Et ça... Juste après, il y a eu Walking Dead quand même aussi, voilà. qui est leur gros carton aussi. Mais Breaking Bad a vraiment contribué à lancer la machine et à faire la chaîne qu'elle est aujourd'hui. Il y a dans les années bien avant, alors j'ai plus la date exacte, mais c'était une chaîne qui était spécialisée dans les films beaucoup plus anciens, les grands classiques du cinéma américain. C'est littéralement les initiales. American Movie Classics, AMC. Mais c'est pour dire que de toute façon, voilà, tout ce qu'on a présenté comme ça, c'est une manière d'expliquer la frustration dont parlait Rafik, de porter un projet à bout de bras et de finalement arriver à le produire dans les bonnes conditions, mais à quel prix et à quelle attente, quoi. Et il y a aussi un des trucs qui est assez intéressant sur Breaking Bad, on n'en a pas parlé dans les précédents épisodes, mais c'est une série qui a été aussi pas mal reformée à cause de la grève des scénaristes. Absolument, oui. Elle devait comporter 9 épisodes pour la première saison initialement. Finalement, il n'y en a eu que 7 à cause de cette grève. Voilà, et en fait, la grève des scénaristes, c'est un truc très spécifique, que ça arrive une fois tous les 10 ans à peu près, voilà, parce qu'ils sont obligés de reformer en fait toutes les règles de leur union, c'est-à-dire leur syndicat, par rapport au studio. Et en fait, les règles sont très strictes. Pendant la grève, personne ne peut écrire. C'est-à-dire que, en gros, c'est interdit de vendre un script, si tu fais partie du syndicat. Et du coup, ça met vraiment une halte à toutes les productions. Il y a énormément de films, énormément de séries qui ont souffert en cours, qui ont souffert de la grève des scénaristes à cette époque-là, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle qu'il y avait une série, qui continuait quand même, et qui était, je ne sais pas exactement comment ils sont fait leur compte, quoi. C'était My Name is Earl, où d'un seul coup, la saison 3, ça devenait mais littéralement n'importe quoi, juste parce qu'en fait, ils n'avaient plus les scénarios, quoi. Et je ne sais pas qui écrivait les scénarios qui étaient du coup mis en place. Je sais pas les scénaristes, manifestement. Voilà, mais du coup, ça crée des situations et le spectateur ne le sait pas forcément, ces choses-là. Donc c'est important de le préciser parce que, par exemple, la mort de Jesse Pinkman, qui devait subvenir dans la première saison, ou en tout cas peut-être au début de la deuxième saison, je sais pas quoi, c'était un truc qui a été annulé aussi grâce à la grève des scénaristes, parce que d'un seul coup, ça leur a permis de prendre du recul et de pouvoir voir en fait comment réécrire et retoucher en fait le reste. C'est-à-dire que comme ça met une halte, c'est-à-dire que techniquement les gens continuent à écrire évidemment pendant la grève des scénaristes, mais en fait ils ne peuvent pas le produire la chose. Comme ça met une halte à l'exécution. Et ben ça leur laisse le temps de réfléchir, ça leur laisse le temps de repenser les choses. Et notamment, si je dis pas de bêtises, il y avait une fin sur la saison 1 où il révélait beaucoup plus clairement son côté machiavélique, le personnage de Walter White. Et ça, il a été décidé que non, il pouvait faire ça de manière beaucoup plus diffuse et beaucoup plus, subtile. Initialement, comme Jesse devait mourir à la fin de cette saison, dans une histoire de deal qui avait mal tourné, mais un petit peu à cause de Walter, ça devait précipiter effectivement la révélation de sa noirceur. Et comme Jesse ne meurt pas, ça s'étale de façon beaucoup plus longue. Voilà. Mais c'est pour dire que, donc, d'une manière ou d'une autre, effectivement, Gilligan, c'est, alors là, un showrunner en l'occurrence, mais surtout un vrai scénariste et qui se pose toutes ces questions-là et qui travaille dans ce sens-là, en fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui a une bonne conscience, du coup, de la façon de structurer les saisons et les épisodes en soi. C'est-à-dire que du coup, il a évidemment, comme toutes les séries comme ça, ils ont un pool de scénaristes. Mais et en plus, un pool sur lequel, lui, il insiste sur l'importance du travail d'équipe. En tant que scénariste. Ouais. Il avait cette déclaration que je peux m'empêcher de citer. Il dit
Parce qu'il y avait quand même à l'époque cette idée de mettre les showrunners en avant comme étant des auteurs, puisqu'on était c'était le moment où la presse commençait à parler de nouvel âge d'or de la télévision grâce à des grands auteurs, blablabla. Et il disait la pire chose que les Français nous aient léguée, c'est la théorie de l'auteur. C'est de la merde en barre. Tu fais pas un film tout seul et encore moins une série. Tu fais en sorte que les gens s'investissent dans leur travail, tu mets les gens à l'aise avec leur travail et tu leur permets de s'exprimer. Mais c'est au sens où lui, il pense qu'il ne trouvera aucune solution s'il est tout seul dans son coin. Donc c'est vraiment ils ont des tableaux qui sont remplis de questions en fait en suspens et ils se laissent parfois des jours pour y répondre, et chacun vient mettre son grain, moudre, et on se préoccupe pas tant que ça de savoir qui était à l'origine de telle idée, etc., tant qu'on a trouvé la solution. Il a quand même une approche qui se voudrait assez pragmatique. Il semble pas fonctionner sur un plan d'abord thématique. Il cherche pas à mettre d'abord ses thèses, ses opinions, etc. Il essaie d'abord de se guider par la logique même des personnages. Qu'est-ce qu'ils font, comment ils réagissent, pourquoi ils réagissent comme ça, et c'est quoi, et au bout d'un moment, il finit par se dégager effectivement un thème. Ouais. C'est quelque chose qu'il disait en interview d'ailleurs, c'est le meilleur moment, c'est quand ton personnage finit par te dicter la façon dont il doit se comporter, et toi tu ne fais qu'être le greffier de ce que ton personnage te raconte. Voilà. Et tu réalises que ça veut dire quelque chose. C'est pas toi qui as cherché à dire à avancer cette idée-là. Moi, ce que j'allais rajouter sur l'aspect travail en équipe, c'est que ça n'empêche pas des fois en fait de se retrouver dans des impasses. C'est-à-dire qu'apparemment, il me semble qu'ils avaient une idée en fait principale qui était comment on va se débarrasser de Gus Fring, vraiment comment Walter va se débarrasser. Et en fait, l'idée c'était qu'il puisse avoir un contact à un moment donné avec un baron de la drogue en prison sud-américain, donc quelque part au Mexique, et qu'il allait le voir en Mexique et qu'il allait fomenter une alliance avec ce personnage-là et sa force de frappe pour sortir Gus Fring de l'équation. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à trouver un moyen cohérent et logique pour lequel en fait il aurait ce contact de là où il est en fait, le personnage de Walter White. Et du coup, ça a été mis de côté, quoi. Et pourtant, toute l'équipe s'est mise dessus. Donc, c'est pour montrer aussi que, il y a quand même l'idée d'aller dans une direction très organique, malgré tout, même malgré le travail d'équipe. Parce que tu pourrais te dire que, à mon avis, il y a des tonnes d'idées qui ont été proposées, mais aucune devait vraiment fonctionner, en fait, pour que ça soit suffisamment parlant, quoi. Bien sûr. Puis Gilligan est quand même là aussi pour superviser. Hein. Il est le showrunner des 5 saisons. Il a produit tous les épisodes de la série. Réalisé quelques-uns. Réalisé 5, scénariste sur 13. Mais il a supervisé entièrement tout le processus scénaristique et créatif de la série, aux côtés des 5 autres scénaristes qui l'accompagnaient. Et je crois qu'il faudrait vérifier, mais je crois qu'il a réalisé même le pilote. Donc, il a aussi donné la note d'intention graphique de son identité visuelle à la série, ce qui n'est pas rien. Oui, effectivement, c'est sa patte, c'est la signature. Mais c'est vrai que en termes de réal, ça change aussi d'un épisode à l'autre. C'est très, très fréquent. Après, il y a des gimmicks qui reviennent... qui sont parfois un peu plus que des signatures, mais par exemple, il se donnait cette obligation une fois par épisode qui est un point de vue d'un endroit totalement inattendu. Du fond d'un sac, d'un aspirateur, etc. Dessous d'une baignoire. Mais ça, c'est entre le gimmick autorisant et aussi le désir que le spectateur, justement, soit alerté, en fait, qu'il n'est pas en train de regarder une série forcément où tout est bien déroulé devant lui, quoi. Il faut qu'il s'attende à des choses surprenantes. Ouais, mais d'ailleurs, alors on parle du tournage. L'équipe a dû elle-même s'adapter, puisqu'au départ, la série devait être tournée en Californie. Et puis, pour des raisons de budget, les coûts de production ont poussé Gilligan à tourner à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour des raisons fiscales, oui. Parce que c'était des fiscalités. Là-bas, le crédit d'impôt était très important. Ils avaient besoin, en gros, de faire de la promo pour leur région où personne ne voulait vivre. Et ça a marché, d'ailleurs. Mais c'est là où effectivement les hasards contribuent aussi à la constitution de l'identité, parce que du coup là on se retrouve vraiment, comme le disait Stéphane dans le premier épisode, c'est un néo-western, quoi. On se retrouve vraiment dans un paysage qui sort directement d'un John Ford, et ça ne fait qu'insister sur le caractère westernien du terme.
Ouais. Oui, mais si ce n'est que bon, en fait, à la base, ça devait se passer en Californie. Et la Californie, c'est quand même aussi très. Ouais, mais peut-être moins que le Nouveau-Mexique. Est-ce que ça aurait eu le même effet? Parce qu'il y a un côté paumé. Enfin, la maison de Hank et de sa femme, donc ils ont la petite banlieue typique américaine, sauf qu'ils sont entourés d'un désert, on dirait le désert de la mort, quoi, qui est autour de chez eux. Ça fait partie des types de maisons qu'il y a beaucoup aux États-Unis, en fait, qui sont des lots, des lots, en fait, où il y a, on va dire, 5-6 maisons, et en fait, c'est plus ou moins fermé, et c'est vendu avec presque un voisinage, en fait. C'est vraiment vendu avec, une socialisation, en fait, de ta propre maison, mais je sais pas comment. Là, c'est littéralement au milieu de nulle part, donc il y a quelque chose de très déstabilisant quand tu assistes à ce qui est censé être le confort de ce couple, parce qu'ils sont censés quand même bien vivre. Hank fait un boulot qui lui rapporte bien, quoi. Agent de la DEA. Voilà, agent de la DEA. Et tu te dis, mais en fait, c'est horrible. Cet endroit, et elle, effectivement, sa femme, elle nous est présentée dans les premiers épisodes, elle est en train de parler de Washington dans tous les coins. Pour elle, c'est le rêve, quoi, de la grande ville, c'est de quitter ce désert, en fait. Et donc le hasard a fait aussi qu'il se retrouve dans une région qui est particulièrement au cœur de cette problématique qui allait empirer dans les années suivantes, qui est celle de la frontière, et qui ramène d'ailleurs la série à un genre cinématographique spécifiquement américain, qui est le thriller de frontière. Il y en a eu plein des comme ça, parce que la frontière entre les États-Unis et le Mexique, on n'apprend rien à personne. C'est la porte ouverte à tous les trafics possibles et imaginables, vu la taille gigantesque de cette frontière. Et c'est là où se passent les choses les plus aberrantes, les plus violentes, etc. Enfin, voilà, le coup de la tête sur la tortue qu'on a dans un épisode, c'est pas quelque chose de quelconque dans cette région. On voit des trucs comme ça, quoi. Alors, on a parlé du tournage, on a parlé de Gilligan. Maintenant, on va parler des comédiens, de l'équipe. À commencer par Bryan Cranston. Donc, Vince Gilligan, on l'a dit, lui avait confié le rôle de Walter White après avoir travaillé avec lui sur X-Files, sur l'épisode de Drive. Et à l'origine, les responsables d'AMC n'étaient pas du tout favorables à son embauche. Ils ont approché d'autres acteurs, John Cusack et Matthew Broderick notamment. Ce qui est, c'est très étonnant, parce que quand tu regardes le personnage, moi, Broderick, j'arrive pas à l'imaginer là-dedans. Oui, mais en même temps, ils n'arrivaient pas non plus à se projeter dans celui qui jusque-là n'était connu principalement que pour le personnage de Hal, le papa de Malcolm. Et c'est la démonstration que c'est quand même un excellent acteur, parce que déjà, c'est un personnage qui est très marqué. Malcolm, c'est quand même une série culte pour pas mal de gens. Et du coup, lui, il était très bon. C'est-à-dire que le couple qui formait avec cette actrice dont j'ai oublié le nom dans Malcolm, le couple de parents, enfin, ils sont très très drôles, quoi. Et moi, je trouve qu'ils participent vraiment à vendre l'aspect loufoque de la série. Et du coup, tu les remarques, et lui, surtout, tu le remarques beaucoup là-dedans. Et du coup, ça fait bizarre d'un seul coup de le voir comme un personnage très sérieux. Mais après, je pense qu'il y a une façon aussi de jouer avec ça. Je crois que si je dis pas de bêtises, le premier épisode de Breaking Bad, on te le présente en slip au milieu du désert, dans une situation presque totalement grotesque. Et je pense que ça serait pas Bryan Cranston, ça serait peut-être pas forcément écrit de cette manière-là, pour justement arriver à te vendre le personnage, cet acteur dans le personnage, parce que la porte d'entrée, c'est que c'est un personnage un peu gauche, un peu maladroit, un peu, ringard, alors qu'il a à peine 50 ans, quoi. Mais donc, du coup, on est dans une continuité, quand même, du personnage de Malcolm, si ce n'est plus sérieuse et plus réaliste. Avec un physique un peu qu'il a toujours eu, assez maladif aussi. Il y a aussi cette idée du gars qui a un cancer. En plus, je pense qu'il avait pris du poids avant le tournage pour pouvoir s'assurer d'en perdre justement au fil des épisodes. Voilà, il a le visage émacié, donc c'est pas un personnage effectivement sexy entre guillemets à la Matthew Broderick, quoi. Non, c'est sûr. Et puis effectivement, cette scène du désert, ça c'était une volonté de Gilligan, de le montrer vraiment en slip kangourou blanc. Pour lui, ça symbolisait presque la couche culotte du nouveau-né qui débarque complètement pur et innocent dans cet univers très malsain et plein de drogue. Ouais, mais alors du coup, voilà, je pense que il y a une vraie révélation, et surtout depuis. J'ai envie de dire, avec le personnage de Breaking Bad, le personnage de Walter White, depuis, c'est presque devenu, c'est la démonstration du fonctionnement d'Hollywood, c'est que d'un seul coup, il se met à jouer des méchants dans des remakes de Total Recall ou des trucs comme ça, et parce que
tu comprends qu'il est dangereux, tu comprends qu'il est, tu vois, qu'il sait jouer ça, qu'il est intense, qu'il est tout ce que tu veux, ce qui n'était pas forcément flagrant avant. Et j'ai presque envie de dire que finalement, il a eu du mal à sortir du rôle alors que c'est vraiment un excellent acteur qui serait capable de le faire, de se réinventer, on va dire, une troisième fois, disons. Là, il se retrouve un peu du coup à faire l'emploi d'un personnage dangereux, intelligent, machiavélique, tout ce que tu veux, etc., etc. Ce qui, ça l'a un peu enfermé dans un rôle, quoi, on va dire, depuis. En même temps, on peut le dire que c'est le rôle d'une vie, donc et je crois qu'il en était conscient, même si ça a toujours été un acteur très professionnel, mais il s'est investi dans ce rôle-là, comme on en voit finalement assez peu. Il a écrit la propre biographie de son personnage. Tout à fait. Pour expliquer des zones d'ombre que Gilligan avait laissées. Voilà, il l'a fait chier, Gilligan, clairement. Il y a eu des moments où il est allé le voir, etc., pour qu'il révise des choses qu'il trouvait illogiques, etc. En disant non, Walt ne ferait pas ça du tout. Voilà. Ça, il y a beaucoup d'acteurs qui font ça en général, et c'est vrai, mais le côté méthode. Mais le truc, c'est qu'apparemment, il était tellement investi que quand Gilligan critiquait les actions de Walter White, l'autre était vexé. Bryan Cranston était vexé, quoi, apparemment, et il fallait un peu arrêter de jouer sur la susceptibilité de son personnage. Et il a réalisé 2 ou 3 épisodes aussi de la série, ce qui n'est pas juste un geste de diva à la William Shatner, je sais pas, qui veut réviser son contrat. Je pense que ça fait partie de son investissement dans il était conscient qu'il jouait une grosse carte dans sa carrière avec ce personnage. Mais à noter que Bryan Cranston n'a pas oublié Malcolm pour autant. Il l'a prouvé en dévoilant la fin alternative de la série de Breaking Bad lors de la sortie des coffrets DVD. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette fin. Oui, ça a fait le tour d'Internet. Après, c'est ce truc où il se réveille, en fait, et qu'il a rêvé d'avoir été Walter White dans le personnage de Malcolm. En fait. C'est ça, il se réveille en hurlant et il dit à sa femme, à Lois, qui s'appelle Jen Kaczmarek. Ouais. Ça. Et il dit à sa femme, j'ai fait un cauchemar terrible, j'étais un trafiquant de drogue. Voilà. Et donc, mais bon, après, c'est la fin alternative, c'est bien vite dit, quoi. C'est une blague, quoi. C'est une blague référentielle, mais oui, évidemment, parce qu'il y a totalement conscience qu'on a quand même 2 personnages fondamentalement différents. Et pourtant, c'est le même acteur qui les joue. On a fait un épisode sur Seinfeld, il était aussi dans Seinfeld où il joue un dentiste assez susceptible aussi, quoi. Donc voilà, mais c'est un vrai acteur de composition qui se retrouve aujourd'hui un petit peu enfermé dans un emploi, quoi. Alors Cranston n'a pas été le seul à être remis en question par la production. C'est le cas aussi d'Aaron Paul, à qui on a dit il a l'air trop vieux, il ressemble trop à un joli garçon. Il est trop mignon pour être associé à la fabrication de meth. Il n'a pas suffisamment une tête de dépravé. Et puis finalement, il a été embauché pour 2 épisodes, ça on l'a déjà dit. Et Gilligan, en le voyant à partir du 2e épisode de la saison, a été tellement impressionné par la performance d'acteur d'Aaron Paul qu'il a dit c'est clair, en fait, on ne peut pas s'en séparer. Ce serait une erreur colossale de tuer Jesse. Mais c'est vrai, parce que c'est sur ce qu'on a dit dans le précédent épisode, en fait, leur relationnel, c'est ce qui révèle Walter White, en fait. C'est vraiment, il y a dans toutes ces failles et dans toutes ces subtilités, on va dire, le fameux, ce qu'on a dit là dans cet épisode, la fameuse idée d'arriver à montrer ça de manière beaucoup plus progressive, c'est Jesse qui le permet. Et le truc avec Aaron Paul, c'est que oui, c'est un joli garçon, mais en fait, il a quelque chose c'est-à-dire, on pourrait dire, c'est un peu une espèce de Michael J. Fox, en fait, des années 2000, mais pas vraiment, c'est-à-dire plus dans la taille, dans ce genre de choses, en fait, dans le côté un peu All-American Boy. Mais ça marche pas quand tu le sors vraiment d'un personnage comme Breaking Bad. Par exemple, il a fait une adaptation, il est le héros de l'adaptation du jeu vidéo de Need for Speed en ce film. Et là, il joue pour le coup un rôle totalement de mal alpha, tel que apparemment les gens d'AMC avaient l'air de le considérer, et ça marche pas du tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui alors je pense est beaucoup trop teinté par le personnage de Jesse déjà aujourd'hui. Je pense qu'il a exactement le même souci que Cranston, si ce n'est que je pense que beaucoup, pour le coup, encore plus que Cranston, les spectateurs auraient tendance à vraiment le confondre avec le personnage. C'est-à-dire que tu le vois arriver dans un film, c'est Jesse.
Tu te dis pas forcément ça de Bryan Cranston quand tu vois même un mauvais film. Hein, tu te dis pas c'est Walter White. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment ça, je pense. C'est qu'il l'incarne bien. Hein. Et je pense qu'il l'incarne bien. Après, je pense que c'est pas. C'est quand je disais dans un précédent épisode que c'est un acteur limité aussi. Je pense qu'il est limité à ça, c'est-à-dire en fait, il le fait très bien, mais du coup, en fait, et le personnage est très bien écrit. Donc c'est très très difficile d'en sortir et je suis pas sûr qu'il ait encore le bagage technique pour arriver à le faire. Alors, je ne sais pas si depuis ça a changé, mais en tout cas, en interview, il expliquait à l'époque que lui n'avait jamais pris de cours de théâtre et que quand on lui a demandé de jouer, il s'est juste dit je vais prétendre que je suis quelqu'un d'autre. Et c'est tout. Moi, quand il dit ça, je me dis bah oui, ça se voit. Mais bon, je veux pas être méchant. C'est pas. En plus, je l'aime bien. En fait, il a un capital sympathie, quoi. Mais c'est pas comment dire. C'est pas ce que j'appellerais un acteur de composition, c'est pas ce que j'appellerais, voilà, je le trouve très bien dans le rôle. Maintenant, il y a des moments où il est un peu, enfin, je veux dire, il soutient pas la comparaison avec Walter White, comme ils sont quand même, enfin, avec Bryan Cranston, pardon, comme ils ont beaucoup de scènes en commun, mais c'est la logique des personnages, il se fait bouffer. Oui. Mais c'est la logique des personnages, donc ça fonctionne, quoi. Il a un physique aussi qui invite à le considérer comme un enfant, parce qu'il a des yeux quand même trop grands pour les traits de son visage, et donc ça lui donne aussi un côté un peu suppliant qui à mon avis joue beaucoup de façon sous-jacente dans le récit et en plus est bien traduit, je trouve, dans le choix des partenaires femmes qu'on lui donne dans la série, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un côté maternant chez elle par rapport à ce grand dadé, quoi. Enfin, c'est un mec qui a pas grandi, en fait. En tout cas, elles prennent les décisions pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça, c'est le principe du personnage de Jesse Pinkman, c'est-à-dire qu'il ne prend pas ses décisions lui-même. C'est vraiment, il est en tout cas soit manipulé pour aller tuer quelqu'un ou attaquer quelqu'un ou commettre un crime, soit en fait c'est le personnage de Jane, c'est elle qui lui dit quoi faire, etc. Donc il prend des décisions, mais généralement les mauvaises. Oui, voilà. Bon, après, Alors, est-ce qu'il réussira à se décoller ce rôle-là de la peau ? En tout cas, il continue aujourd'hui à tourner. On l'a vu récemment dans Westworld. Et puis entre 2014 et 2019, il a participé à BoJack Horseman, le dessin animé, où il donnait sa voix à plusieurs personnages, Todd Chavez, Skippy et le prince Gustave. Bon, après, la voix, c'est encore autre chose, le travail de voix. Mais justement, des fois, c'est le premier pas pour ne faire que ça, quoi. Donc, il faut faire attention. Autre acteur qui apparaît dans Breaking Bad et qui, lui, a été aperçu dans énormément de séries et de films, c'est Dean Norris. Dean Norris, alors lui aussi, il s'est fait repérer dans un épisode d'X-Files, F. Emasculata, et il a été engagé pour être donc Hank Schrader, le beau-frère de Walter et agent de la DEA, de l'agence antidrogue. Il s'est rendu célèbre dans beaucoup de seconds rôles du cinéma de genre. On va voir si vous les connaissez tous. Ah, il y a un quiz là, ça y est. Pas tout de suite le quiz, mais si vous voulez m'en citer à tour de rôle. Je sais que par exemple, en fait, Dean Norris, il est dans Total Recall. Il joue un des mutants qui travaille avec Quato. Ouais. Et c'est celui qui a une face à moitié cachée. Et je crois qu'il a une très belle échange avec Schwarzenegger où il vient le voir et lui dit alors en anglais, c'est quoi? You got a lot of nerves showing your face around here. Ouais. Et comme c'est une gueule pleine de nerfs, t'as beaucoup de nerfs, mais c'est une expression en fait. Loco stalking. Loco stalking, lui répond Schwarzenegger. Mais c'était quoi en français? Je sais plus. Enfin bref, il y avait un truc. Regarde qui parle. C'est ça, mais... Tu t'y connais. Enfin, je sais plus. Il y avait un truc comme ça. Donc là, il y a ça. Il a aussi tourné encore une fois avec Schwarzenegger dans Terminator 2. Il joue le chef de la SWAT team en fait qui attaque le labo de Cyberdyne dans la deuxième partie du film et en fait lui-même se surnomme le Alphabet Actor, c'est-à-dire l'acteur alphabet, parce qu'il a joué tout un tas de personnages de DEA, CIA, FBI, etc. Donc du coup voilà, c'est militaire. Le militaire, c'est un mec militaire de service. Voilà, c'est ça. En général, on le prend pour son côté macho. Et dans Starship Troopers. C'est ça. Oui, c'est vrai. Dans Starship Troopers, Bienvenue à Gattaca, L'Arme Fatale 2. Que des comédies romantiques. Et Gremlins 2,
Oui, L'Arme Fatale 2, effectivement, il jouait un des flics dans l'équipe de Riggs et Murtaugh. Et le film préféré de Stéphane, qui était Police Academy 6. Ouais, bien sûr. Et puis, il n'a pas fait que du cinéma, il a fait des séries aussi, puisqu'on l'a vu, alors, un paquet de séries différentes. Ça va de Marier 2 enfants à Walker Texas Ranger, en passant par Urgence, X-Files, donc lui aussi, Six Feet Under, jusqu'à Breaking Bad. Et après Breaking Bad, il a embrayé sur une autre série qui a duré 3 saisons et qui s'appelle Under the Dome, qui était une adaptation d'un roman de Stephen King. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Dean Norris. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on dépasse le chrono. Donc, on va faire une dernière petite incursion du côté de Giancarlo Esposito. Giancarlo Giuseppe Alessandro Esposito, son nom complet, donc qui joue Gus Fring et qui lui aussi a une carrière très très riche. De tout le casting, c'est celui qui avait la plus grosse carrière, qui a la plus grosse carrière hollywoodienne, hein, puis qui date parce qu'il était déjà dans Un fauteuil pour deux en 83, mais effectivement, on l'a vu. Ça a été un second rôle récurrent sur toutes les années 80-90, Giancarlo Esposito, donc on ne peut pas tous les faire. Il a pas mal bossé, notamment avec Spike Lee. Il était dans 12 The Right Thing, Bob Better Blues, etc. Malcolm X, School Days. Voilà. Évidemment, tous les films de la vague afro-américaine qu'il y a eu au début des années 90, et pas seulement. Enfin, il était excellent dans le Ferrara, King of New York. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est ce qu'on appelle un caractère actor, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qu'on découvre, enfin qu'on sait jamais comment il s'appelle. C'est ça la logique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde, on se dit, voilà, moi je l'ai fait, effectivement, je l'avais pas remarqué dans Un fauteuil pour deux forcément, mais chez Spike Lee c'était évident, quoi. Et du coup, en fait, à tel point que même quand il apparaissait dans les petits trucs en fait complètement oubliés comme Harley Davidson et l'Homo Santiago, je le remarquais puisque voilà, je me disais, c'est Giancarlo Esposito. Et ouais, excellent acteur, vraiment pour le coup caméléon. C'est-à-dire qu'il peut tout jouer. C'est vraiment, il a ce truc-là. Et malheureusement, le personnage de Gus Fring, lui encore plus, je trouve que Bryan Cranston, ça l'enferme dans un rôle de chef machiavélique et très très calme. Et voilà, donc il est on le retrouve dans Mandalorian. Ils vont l'utiliser aussi et surtout son image dans le prochain Far Cry, un jeu vidéo où il joue le grand méchant en chef, quoi. Et ça, c'est vraiment lui, c'est son visage, c'est son physique, c'est sa voix. Et du coup, c'est presque assez dommage parce que c'est presque gâcher un énorme talent, en fait. Je trouve. Ça devient un peu trop répétitif. C'est vrai que oui, il joue donc Moff Gideon dans Mandalorian. Il incarne également Stan Edgar dans l'adaptation de The Boys depuis 2019. Et avant ça, c'était Sidney Glass dans Once Upon a Time de 2011 à 2017. Donc, effectivement, quand Stéphane disait qu'il était capable de jouer tout, il était capable de jouer un diablotin avec des petites jambes de bouc et un costume rayé noir et blanc dans un film méconnu mais que j'invite à voir qui s'appelle Monkey Bone de Henry Selick, et dans lequel il a donc vraiment un physique de satire diablotin absolument croustillant. Ah oui, alors j'ai juste une photo sous les yeux, mais ça a l'air assez incroyable. Voilà. Effectivement, il est méconnaissable. Avec ses petites pattes mais il est maquillé, on dirait Prince de loin, de là où je suis. ça donne envie. Monkey Bone. J'adore ce film. C'est pas une merveille, mais c'est un film barré de Henry Selick que j'invite à voir. Voilà, si vous voulez voir Giancarlo Esposito dans un rôle un peu différent, regardez Monkey Bone. Et puis en parlant de rôle, on va conclure cet épisode avec un petit quiz. Je vous ai préparé quelques extraits qu'ont joué les comédiens qu'on a mentionnés dans cet épisode, un petit peu dans le désordre. À vous de retrouver qui parle et dans quelle série ou dans quel film. I think I know. Why? What do you think I know? I mean, I know what I think, but I don't know if the thing that I think is the thing that you think I know, you know? So, you know I had sex with Emily. You had sex with Emily? Donc ça, c'est Aaron Paul. Ouais. Mais alors, le film, parce que je crois reconnaître l'autre acteur, je crois que c'est un comédien du Saturday Night Live. Mais alors, je vois pas quel film c'est. On a une idée de la date, hein. C'est assez récent. J'ai pas la date parce que je n'ai pas le numéro de l'épisode précisément.
Mais, c'est une série. C'est une série. Est-ce que ça vous met sur la voie? C'est bien Aaron Paul. Mais dans quelle série? Ça me dit rien du tout. Je suis même pas sûr de l'avoir vu dans tant de trucs que ça, en fait, Aaron Paul derrière, parce que... tu nous as parlé de BoJack Horseman tout à l'heure, ce serait pas ça? Mais oui, mais c'est Will Arnett, l'autre acteur, c'est ça? C'est Will Arnett. Ouais. Effectivement. Il n'est pas du Saturday Night Live, mais il était dans Arrested Development, tout ça. Et effectivement, Aaron Paul incarne là le personnage de Todd Chavez, le meilleur ami de BoJack Horseman. Et donc, on entend dans cet épisode-là. Bravo. On va voir si sur le deuxième ça fonctionne, mais je pense que le fond sonore devrait vous aiguiller. I will act in my own self-interest, which at this time involves your cooperation and benefit. I will give you until nightfall, and then I will have the E-Web cannon open fire. Ça c'est Giancarlo Esposito. Ouais. Mais alors par contre... ça serait pas dans Mandalorian, justement? Ah si, j'allais dire, la Raph, t'as pas le droit de te planter, t'as fait l'épisode sur Mandalorian. Mais je reconnaissais pas la musique derrière. En fait. J'ai reconnu que c'était une musique à la Star Wars, on va dire. Donc, ouais, c'est ça, effectivement. C'est le passage où Gideon Moff Gideon arrive... Il fait quelque chose. Je ne sais plus, c'était il y a longtemps. C'était déjà il y a 6 collections Mandalorian. Mais voilà, le grand méchant de cette série Star Wars. Bien joué, Rafik. Non, bien joué, que Stéphane. C'est pas lui qui l'a trouvé. Mais bien joué, Stéphane. Donc un point partout. Voilà. Un point partout. Alors, l'extrait suivant devrait pas être trop compliqué. Okay, Dewey, you set the table with a box of candy. Now it's time to reap your reward. She's not gonna feel like I'm trying to buy her, is she? Let me teach you a valuable lesson about women, Dewey. They think they deserve everything you give them. They all like to think they're special, even the ones that aren't. Now go. Ça, c'est Cranston dans Malcolm. Ouais. C'est son fils, Dewey. C'est le plus jeune. Ouais. Enfin, peut-être pas le plus jeune, mais le dernier, peut-être, je sais plus. Enfin, bref, mais c'est celui qui a une tête un peu. Ouais. Il a l'air un peu idiot, quoi. J'ai pas regardé Malcolm. C'est vrai, mais ils sont tous. Tu devrais regarder, c'est rigolo, hein, Malcolm. Hein. C'est très cartoonesque, mais et Dewey, justement, c'est un personnage qui est assez populaire parce que il est un peu. Ouais. Il est un peu idiot, quoi. Il est pas très. Voilà, quoi. Il est pas très finot, quoi. Ben donc là, son père lui explique a priori comment aller draguer des filles d'une manière très sympathique. Mais oui, c'était bien Hal dans Malcolm. Comme quoi, sous ses airs très amusants et très clownesques, il peut aussi tenir des propos un peu moins sympas parfois. Oui, c'est un perso. De toute façon, c'est un crétin, le père. Hein. C'est vraiment pas quelqu'un de mature et d'intelligent. Donc, c'est pas qu'il est un crétin, c'est effectivement, il est un peu excessif et immature. Ouais. Voilà. Donc obsessionnel même. Voilà. Donc c'est ça qui le rend assez marrant en fait, justement, c'est qu'il est complètement à côté de la plaque avec ses gosses. Le dernier extrait, je parie qu'au moins un de vous deux le trouvera avant même qu'on entende quelqu'un parler. Terminator 2. Et ouais, le halètement est quand même assez reconnaissable. C'est Joe Morton, je crois, c'est ça, l'acteur. Ouais. Et donc c'est... Dean Norris. Terminator 2, le jugement dernier. Dean Norris. La scène d'attaque du SWAT. Voilà, qui lead le SWAT en hurlant. C'est le seul extrait de lui que j'ai pu récupérer. Bon, félicitations. Alors, j'ai perdu le compte des points, là. C'est pas grave, on a tous gagné. Oui, c'est comme l'école des fans. Voilà. Vous avez tous participé. Sur ces bonnes paroles, on va refermer cet épisode, mais pas de panique, on n'en a pas encore terminé avec Breaking Bad. Il nous reste encore un épisode la semaine prochaine. De quoi est-ce qu'on parlera dans cet épisode ? L'après Breaking Bad presque en fait, parce que il y a quand même il y a Breaking Bad, mais en fait il y a eu donc spin-off avec Better Call Saul, il y a eu une suite avec El Camino. Et puis toi, je crois que tu as des petites surprises aussi, des petits trucs qui ne sont pas forcément sortis chez nous. Oui, quelques... Qui sont aussi dans l'univers de Breaking Bad. Tout à fait. Ouais. Quelques contenus supplémentaires et puis quelques anecdotes. Parce que Breaking Bad, quand il y en a plus, il y en a encore. Voilà. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le 3e épisode de cette collection. Merci Clémence. Merci Clémence. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnp Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Breaking Bad. D'ici là, portez-vous bien.
Du 19 mai au 9 juin, We Love Cinéma vous fait gagner 10 000 places de cinéma pour vous faire profiter au maximum de la réouverture des salles. Pour cela, il vous suffit de vous connecter ou vous inscrire gratuitement sur welovecinema.bnp Paribas et vous serez peut-être tiré au sort. Tout le monde a sa chance.